Re-bienvenue dans cette grande histoire du jeu Donjon Dragon, ses origines, sa vie, son parcours et peut-être même sa mort. Donc dans le dernier épisode, on se quittait en 2007 alors que la 4e édition du jeu connaissait un succès mitigé. Quel est l'avenir pour D&D? Parce qu'au milieu des années 2000, un nouvel outil était pour amener Donjon Dragon à des sommets qu'il n'avait jamais encore atteints. Même dans les années 70. Bienvenue à l'histoire de l'âge d'or de Donjon Dragon. En 2007, une soirée typique de geek pour moi, c'était d'aller jouer à Donjon Dragon chez des amis. Puis après, on se clenchait une partie de zombies, point d'exclamation, ou de Munchkin. Il y a quelque chose aussi qu'on faisait fréquemment dans ces eaux-là, dans ces années-là, c'était d'aller consulter des bandes dessinées en ligne comme Penny Arcade. Pour ceux qui n'ont pas connu les glorieuses années d'Internet dans 2007-2008, c'était un monde tellement différent de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il fallait que tu connaisses les pages que tu veux visiter et on les fréquentait assidûment. Penny Arcade, ça a été un super succès en ligne. C'était une bande dessinée, une web bande dessinée sur la culture geek avec plein d'insides sur les jeux vidéo, puis éventuellement aussi Donjon Dragon. Et en 2008, Penny Arcade a sorti une série de podcasts audio dédiés à Donjon Dragon. Donjon Dragon avait déjà une belle place sur Internet depuis quelques années. Du moins, tout ce qui était inspiré de Donjon Dragon. Il y avait des blogs sur lesquels on partageait des aventures. Il y avait même des parties qui se jouaient en direct sur des échanges sur des forums. Il y a le Donjon de Nalbuck aussi qui est lourdement inspiré de tout le mythe de Donjon Dragon. Bon, pour ceux qui n'ont pas connu le Donjon de Nalbuck, c'était de courts épisodes audio qu'on trouvait en ligne. C'était inspiré d'aventures fantastiques et ça sonnait un peu comme ça. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais c'est la première fois, en 2008, que quelqu'un diffusait vraiment du Donjon Dragon pur et dur. Il faut quand même noter qu'au tout début des années 2000, certains amateurs vont diffuser leurs parties de jeux de rôle en MP3 sur le web, mais rien d'aussi professionnel que l'équipe de Penny Arcade. Au départ, bien sûr, Penny Arcade, c'était surtout un podcast de discussion autour de Donjon Dragon, mais éventuellement, dès 2010, ils ont publié leur vidéo de eux qui jouent à Donjon Dragon devant public à PAX, leur grande convention dédiée à la culture geek. Alors, dans ces parties-là, on pouvait, pour la première fois, voir du Donjon Dragon, la vraie expérience. Et ça, c'était une révolution. Depuis le début, Donjon Dragon a lutté avec le problème d'expliquer c'est quoi Donjon Dragon. Quand les gens essayaient de me parler de Donjon Dragon, quand je débutais, au début du secondaire, les gens me l'expliquaient, c'est tellement mystérieux, j'étais comme, mais là, on est-tu debout? On est assis. Comment ça se passe? Tu comprends? Maintenant, avec les podcasts de Donjon Dragon, il était possible pour quelqu'un qui connaissait rien à l'activité de juste absorber la façon la plus crue possible une partie d'un jeu de rôle. C'est sûr que là, il y avait la chance d'avoir le génial Chris Perkins comme maître de jeu pendant des années. Chris Perkins qui est un des créatifs derrière la 4e édition de Donjon Dragon et qui travaillait à cette époque-là activement à la création de D&D Next, qui était la prochaine évolution de Donjon Dragon. Qu'est-ce que le jeu était pour devenir? On ne le savait pas à l'époque, c'était la 4e édition qui dominait le marché. Mais oui, donc, Penny Arcade et leur partie dirigée par Chris Perkins, ce qui est devenu éventuellement Acquisition Inc. Donc c'était une compagnie de mercenaires qui vivaient toutes sortes d'aventures, mais c'était aussi une corporation, une entreprise. Donc, ils faisaient des missions, il y avait un syndicat, il y avait des postes clés dans l'opération. Donc, tout ça, c'était très drôle aussi. Il y avait énormément d'humour. Ça a toujours été un problème pour Donjon Dragon. Les gens se demandaient, mais là, est-ce qu'il faut que j'invoque des démons? Est-ce qu'il faut que je joue mon personnage sérieusement?
Soudainement, ces podcasts jeux de rôle-là humoristiques devant le public, ça donnait la permission aux gens de rire. Ça faisait comme, oui, c'est ça une partie de jeu de rôle. Moi aussi, chez nous, on déconne, on fait n'importe quoi. Puis après ça devient plus sérieux. Puis après ça, on est triste. Après ça, on révèle des secrets sur notre personnage avant de traverser un portail mystique. C'est ça, Donjon Dragon. Ce chaos improvisé dans lequel on vit des choses uniques. Penny Arcade a été le premier, mais il y en a eu un lot après ça, que ce soit Adventure Zone, il y en a eu en Australie, il y en a eu au Canada, mais toutes ces opportunités de créer du contenu de Donjon Dragon, ça a permis à un nouveau public de découvrir le jeu. Et il faut dire que toutes ces choses-là se sont alignées pour présenter une nouvelle édition de Donjon Dragon au bon endroit, au bon moment, parce qu'en 2014, les résultats de D&D Next nous ont donné la 5e édition du jeu. D&D Next, c'est une série de sondages et de playtests qui ont eu lieu entre 2012 et 2014. Là où Donjon Dragon 4e édition semblait être un effort commercial très mesuré, très balancé, très équilibré pour devenir presque une émulation d'un jeu vidéo, la 5e édition sentait vraiment retourner aux sources. Après ça, c'est toujours une question de goût. Je veux pas partir une guerre d'édition parce qu'il y a des gens qui préfèrent la 4e, qui détestent la 5e, etc. Mais on sentait quand même qu'il y avait un effort de rendre le jeu plus accessible, un peu plus vieille école dans son approche où les règles ont un petit peu moins de place. La 3e édition avait été tellement étourdissante avec des règles pour chaque situation inimaginable, soudainement on redonnait beaucoup de pouvoir au maître de jeu. Ça, on l'explique pas vraiment, mais c'est une partie de Donjon Dragon, fait que tu peux improviser ce que tu veux avec ça, y a pas de problème. On était dans un entre-deux entre plusieurs éditions qui plaisaient à plusieurs. Donc la 5e édition sort en 2014, et il y a toutes sortes de nouvelles technologies aussi qui rendent la diffusion de cette information-là de plus en plus simple, de plus en plus facile. Entre autres, Twitch, qui est une plateforme de diffusion de vidéos en direct, qui est souvent utilisée par les gens pour diffuser des parties de jeux vidéo en direct. Et à ce moment-là, il y a Geek & Sundry, qui est une compagnie de production de médias web, qui a été fondée entre autres par Felicia Day, une ancienne de The Guild, une web télé qui était vraiment axée sur le MMO, une espèce de version de World of Warcraft. C'était très humoristique, c'était très drôle. Ben, Felicia Day et sa compagnie Geek & Sundry cherchent des nouveaux produits pour mettre de l'avant la culture geek. Il y a Tabletop, animé par Will Wheaton, qui fait un succès sur YouTube depuis des années. Geek & Sundry entendent parler qu'il y a des comédiens de doublage qui font des voix de jeux vidéo et de dessins animés, qui font depuis quelques années en privé une partie de jeux de rôle extraordinaire. Ça vient entre autres du talent de leur maître de jeu, Matthew Mercer, qui a une réputation dans l'industrie du doublage de voix de jeux vidéo, qui est un homme extrêmement sympathique. Alors, Felicia Day et Geek & Sundry entrent en contact avec eux et ils leur proposent « Hey, vous avez une partie de jeu de rôle, ce serait chouette de la filmer puis de la diffuser en direct sur Twitch. » Et c'est diffusé en 2016 sur le Twitch et le YouTube de Geek & Sundry. L'émission porte le nom Critical Role et il passe à peu près la moitié de l'épisode à arpenter des bordels et c'est très vulgaire, c'est drôle, c'est chaotique. On se sent un peu voyeur de regarder cette partie-là qui est visiblement un moment intime de leur amitié où ils vivent réellement une vraie partie de jeu de rôle. Et Critical Role, j'ai pas besoin de vous le dire, devient un phénomène planétaire. C'est des millions et des millions de visionnements, de retransmissions. Il y a même un talk show qui se crée autour de l'émission et ça devient rapidement le plus gros succès de Geek & Sundry. Donc c'est vraiment tout un nouveau public qui découvre le jeu de rôle grâce à Critical Role. Là où on pensait que c'était un hobby qui était dédié surtout à des hommes d'une certaine génération, d'une certaine classe sociale, et bien là, soudainement, tout le monde est le bienvenu. Il faut dire que Critical Role, c'est un cast particulier. Ce sont des jeunes, ce sont des gens ouverts, ils sont cool. C'est l'avalanche. Soudainement, c'est l'avalanche. On a Vin Diesel qui admet jouer à Donjon Dragon. On a des vedettes d'Hollywood, Stephen Colbert. Et combiné à ça tout un lot de facteurs. Par exemple, l'immense succès de la série Game of Thrones, qui remet au bout du mois le médiéval fantastique, les dragons, les chevaliers, les combats à l'épée.
Combiné à ça aussi en 2016, la sortie de la série Stranger Things, qui nous ramène à cette nostalgie des années 70 où des jeunes garçons vivent des aventures en jouant à des jeux de rôle. Tout ça, c'est la tempête parfaite. Et Donjon Dragon a des ailes comme jamais auparavant. On regarde les chiffres de vente de Donjon Dragon, d'unités vendues. Et oui, effectivement, la 5e édition a finalement, après presque 30 ans d'existence, dépassé les ventes de la première édition du jeu. On retourne à l'âge d'or du jeu de rôle de D&D, alors qu'on pensait que le jeu était, une fois pour toutes, enterré, bon acheté aux poubelles. Et finalement, bien sûr, la pandémie de 2020. Forcés de rester à la maison, enfermés dans nos demeures, tout le monde soudainement est en télétravail, même que certains sont complètement arrêtés pendant des mois, une pause forcée où tout le monde doit se réinventer et se trouver un hobby pour ne pas devenir dingue. Pour plusieurs, ça a été une occasion de découvrir des plateformes de jeux de rôle en ligne. Ensuite, on nous apprend qu'il va y avoir un film de Donjon Dragon. Oui, effectivement, le fameux film! On oublie celui des années 2000, ça compte pas. Le nouveau film! Oh mon Dieu, avec Chris Pine! Un vrai film, le rêve de Gary Gygax, enfin réalisé. C'est un printemps éternel, l'apogée, l'Elysium. Nous y touchons au divin. Donjon Dragon passe à l'histoire et devient finalement le plus grand jeu de tous les temps. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Fait que ça résume un peu quand même les dernières années de Donjon Dragon. Puis oui, si j'avais fait cette vidéo-là, je pense il y a 2 ans, j'aurais terminé en supposant qu'il n'y avait pas de fin à ça. Que Donjon Dragon serait toujours de plus en plus populaire, pour toujours, ad vitam aeternam. Mais comme Gygax dans les années 70, je me serais un peu emballé. Effectivement, ce qu'on semble observer pour l'instant, c'est que le jeu, les ventes de Donjon Dragon semblent avoir atteint à nouveau un plateau. La pandémie s'est terminée, les gens sont retournés chez eux, la dernière saison de Game of Thrones a été un fiasco, les gens ont plus envie de parler de fantastique, et d'autres jeux de rôle sont disponibles sur le marché, des alternatives peut-être un petit peu plus riches, un petit peu plus intéressantes, qui font un peu moins tout à la fois et qui se spécialisent un peu plus dans différents aspects du jeu. C'est que le jeu lutte toujours avec certains problèmes inhérents au jeu de son espèce. Un jeu où l'imaginaire est ce qui est mis de l'avant, c'est très difficile à monétiser. Gosh, oui. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'avoir les règles disponibles en ligne pour ensuite juste jouer le jeu pour toujours, avec quelques dés qui sont même pas vendus par Wizards of the Coast puis Hasbro en plus. Il y a eu tout le scandale de l'OGL, où soudainement Hasbro s'est réveillé en réalisant que de donner les règles gratuitement en ligne, ben c'était peut-être pas génial. Alors ils ont voulu les retirer, mais c'est impossible. Alors légalement, ça a causé tout un tollé qui a été expliqué dans un lot de vidéos. Ce scandale-là peut être résumé ici si ça vous intéresse, mais sachez, disons que ça a remué beaucoup la communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de perdre leur entreprise, parce que tout un lot de tiers parties qui fournissent du matériel compatible avec la 5e édition. Et le fait de se faire retirer le tapis de l'OGL en dessous des pieds, ben ça a fait peur à beaucoup de gens. Et ça a forcé des compagnies comme Critical Role, MCDM, Cobble Press à développer leur propre jeu de rôle indépendant de Wizards of the Coast. La citation célèbre aussi de Cynthia Williams, qui travaille chez Hasbro, qui a dit « Donjon Dragon est une marque qui est notoirement sous-monétisée », a fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'effectivement, la seule et unique façon que Donjon Dragon devienne un core brand pour Hasbro, c'est de devenir un jeu virtuel. Donc, comme Monopoly Digital, comme Magic Arena, il faut qu'il y ait un moyen pour les gens de vivre l'expérience Donjon Dragon en ligne, de s'abonner et d'acheter un paquet d'affaires via les micro-transactions. Alors, c'est ce qui s'en vient pour l'avenir du jeu probablement en 2024 et plus tard. Le fameux rêve de D&D Insider, eh bien, soudainement, ça y a pris peut-être 20 ans, mais il arrive! Donjon Dragon virtuel pour votre plus grand plaisir. Ça, c'est sans parler aussi l'état de santé général de la compagnie Hasbro.
qui a déclaré des pertes d'1 milliard de dollars dans la dernière année et qui a dû licencier des gens partout à travers le monde. C'est des centaines de personnes qui ont perdu leur travail. Même Mike Merle, qui a été un des directeurs créatifs, qui a non seulement permis la version D&D Essentials, la 4e édition, mais la 5e édition elle-même. Fait que oui, écoutez, c'est pas nécessairement des nouvelles encourageantes, mais je voulais pas être trop déprimant parce que c'est la partie qui est un peu plus une partie opinion. Bon, maintenant qu'on a passé à travers toutes les données historiques, c'est un peu plus mon ressenti concernant l'avenir du jeu. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour Donjon Dragon? Mais on n'y échappe pas, la version virtuelle du jeu, elle va venir, elle a été annoncée et à moins d'une faillite généralisée d'Hasbro, on va pouvoir s'abonner pour jouer en ligne à D&D. Avoir tout un lot de suppléments virtuels, de petits costumes virtuels. Si ça vous allume, tant mieux. Et si ça vous allume pas, mais vous aurez toujours des alternatives pour jouer en personne, avec des crayons, des feuilles, des miniatures. Personne ne va vous enlever vos minis! Écoute, c'est là pour rester. Après, moi, j'y crois beaucoup qu'il y a un avenir virtuel pour Donjon Dragon. Baldur's Gate 3 est l'exemple parfait de ça. Ils ont été capables d'implémenter toutes les règles de la 5e édition et même de les améliorer à plusieurs égards dans une histoire qui était formidable, incroyablement immersive. Ça a été un succès sans précédent, le meilleur jeu vidéo de l'année 2023. C'était très mérité. Larian Studio a fait un excellent travail avec sa version digitale de Donjon Dragon. C'est ce que c'est! C'est du Donjon Dragon virtuel, puis on en redemande. Fait que oui, Donjon Dragon a un avenir brillant devant lui. Le jeu va changer beaucoup, probablement. Il y aura toujours possibilité de jouer aux bonnes vieilles éditions, comme il est encore possible aujourd'hui de sortir la boîte de base de la première édition et de jouer avec des tables matricielles plutôt que le taco, parce que c'est une invention du diable. Fait que oui, puis c'est ce qui est le plus beau d'un jeu comme Donjon Dragon, c'est que toutes les éditions cohabitent, coexistent. Ces histoires s'entremêlent et se nourrissent, s'inspirent. Le mouvement OSR propose toute une gamme de jeux qui s'inspirent de la nostalgie des bonnes vieilles éditions de Donjon Dragon en rajoutant des touches modernes. Donc oui, moi je suis très inspiré par ce qu'il y a aujourd'hui sur la table pour les amateurs de jeux de rôle. Parce que Donjon Dragon, bien sûr, est le grand-père qui a créé tout ce flot de jeux, mais aujourd'hui, il y a plus de compagnies qui produisent du jeu de rôle que jamais. Il y a des options à l'infini, des nouveaux Kickstarter, des nouvelles initiatives indépendantes et autres. Alors oui, même si j'aurais aimé être un peu pessimiste et faire des tacles à Donjon Dragon 5e édition et à cette future nouvelle variante de la 5e édition qui arrive en 2024, je peux pas m'empêcher de reconnaître tout le chemin parcouru et de me retourner via cette ribambelle de créateurs et de passionnés et d'être touché par toutes ces aventures cumulées et toutes celles qui nous attendent. Je vous souhaite à tous et à toutes de superbes aventures, beaucoup de points d'expérience, plein d'objets magiques et beaucoup de vidéos où on partage notre passion du jeu de rôle. Merci tout le monde d'être là. Si vous avez apprécié ma série sur l'histoire de Donjon Dragon, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir toutes nos autres vidéos. Si vous voulez voir des exemples de Donjon Dragon en action, vous pouvez aller voir nos vidéos de notre campagne Gregenroth, juste ici. Merci encore d'être avec nous. Puis merci à tous ces créateurs qui font vivre la communauté et le hobby. Dites-le moi si j'ai manqué un point important aussi de l'histoire de Donjon Dragon. Là, je suis pas historien, là, fait que s'il y a un point vraiment spécifique, n'hésitez pas à en parler quelque part dans les commentaires. J'aimerais saluer aussi tous les ouvrages consultés pour la création de ce vidéo. Tous les podcasts écoutés, vous allez les trouver en commentaire. Alors tous ces historiens du jeu qui ont recensé ces données historiques, vous allez pouvoir vous-même consulter ces ouvrages pour découvrir tous ces faits. Et là-dessus, je vous dis bye! Allez vous coucher, il est assez tard, bonsoir!